Bonjour les amis, bienvenue sur Tu joues quoi pour cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui nous allons parler politique avec Hégémonie, menez votre classe à la victoire. Voilà un grand jeu, un gros jeu, édité, donc localisé pardon, chez Don't Panic Games. C'est un jeu de Varnavas Timotheou Evangelis Bagiartakis. C'est des illustrations de Jacob Skop et c'est pour 1 à 4 joueurs, pour 14 ans et plus, pour des parties d'environ 80 minutes. Je trouve que le temps sur la boîte n'est pas bon, mais vous allez voir, je vais vous en reparler. On voit tout de suite comment ça fonctionne et je vous retrouve juste après pour mon avis. À tout à l'heure. Voici le matériel pour une partie d'Hégémonie à 4 joueurs. Oui, ce jeu se joue jusqu'à 4 joueurs et c'est bien sûr à ce nombre de joueurs qu'il sera le meilleur. Vous aurez tout ce que ont voulu vous donner, vous offrir les auteurs, et bien ce sera à partir du moment où vous serez 4, car évidemment il est possible de jouer à moins, mais vous allez voir que en fait il y a des choses, beaucoup de choses qui sont en moins suivant le nombre de joueurs que vous allez être. Alors déjà, quel est le but du jeu d'Hégémonie? Eh bien chaque joueur va incarner une classe comme la classe ouvrière, un autre joueur va avoir la classe moyenne, un autre des joueurs aura la classe des capitalistes, et puis enfin le dernier joueur jouera l'État, puisque ceci est un jeu politique, et vous allez voir que peut-être ça peut faire peur comme ça, déjà avec un matériel qui peut paraître un petit peu austère, puis surtout une thématique politique qui peut paraître comme ça un petit peu, voilà, un peu chiante, parce que la politique, c'est vrai qu'on en voit tous les jours à la télé, et c'est ce qu'on a vraiment envie de jouer, de la politique, lorsque l'on joue à un jeu de société pour se détendre. Et ben en final, oui, parce que ça fonctionne bien, j'y reviendrai évidemment dans mon avis. Donc chaque joueur va incarner sa classe populaire, quoi, et puis en fait vous allez donc devoir obtenir le maximum des points de victoire au bout des 5 manches qui seront représentées ici par cette petite jauge ici, donc en 5 manches, et donc le gagnant sera celui qui aura le plus de points de victoire à la fin de la partie, bien évidemment. Alors pour vous présenter ce jeu qui est un mastodonte, je ne vais pas rentrer dans tous les détails de toutes les actions que chaque partie pourra faire, chaque classe pourra faire, car je n'en vois pas l'intérêt. Ça vous fera une vidéo sinon qui dure bien trop longtemps. Et moi, ce que je vous conseille lorsque vous allez jouer avec des amis qui ne connaissent pas le jeu, en tout cas nous c'est ce que j'ai fait, et puis ça a très bien marché dès le début. Il n'y a eu rien à expliquer, quasiment rien. En fait, on a pu jouer quasiment tout de suite, et franchement avec un jeu comme ça, en n'ayant jamais joué au jeu, c'était une grosse performance, j'ai trouvé. Eh bien en fait j'ai envoyé, parce que les règles sont disponibles évidemment sur le site de Don't Panic Games, j'ai envoyé le lien à tout le monde pour qu'ils puissent regarder les règles de base, et puis surtout qu'ils puissent regarder leur classe, la classe qu'ils allaient jouer, parce qu'on a tiré au sort. Et donc je vous conseille de faire ça pour ne pas vous retrouver en pleine installation à vous demander qui va jouer quoi, et que tout le monde découvre le jeu à ce moment-là, parce que là vous partez dans une grosse galère, puisque vous partez à mon avis pour une bonne heure d'explication, sachant que vous-même vous ne pourrez peut-être pas connaître toutes les ficelles de chaque classe. Car oui, le jeu est totalement asymétrique, vous vous en doutez bien, puisque évidemment les ouvriers ne vont pas avoir les mêmes actions, les mêmes fonctions, le même but de gagner pour pouvoir avoir de la prospérité. Voilà déjà un terme que vous allez devoir connaître au moins pour la classe ouvrière et la classe moyenne. Le capitaliste, lui, va devoir avoir évidemment un maximum de capital, et puis l'État, eh bien lui, il va falloir qu'il soit un petit peu bien avec tout le monde, et puis essayer qu'on vote des lois qui arrangent un petit peu tout le monde, mais surtout lui, bien évidemment. Donc déjà au niveau des règles de base du jeu, eh bien vous allez toujours commencer une manche par l'ouvrier, ensuite ce sera la classe moyenne, le capitaliste, l'État, et vous allez faire ça 5 fois pendant chaque manche. Il y aura une phase de préparation que vous ne ferez pas lors de la première manche, puisque la phase de préparation, ben en fait vous l'avez faite pendant la mise en place. Ce sera donc, comme je vous le disais, une première action les ouvriers, une première action la classe moyenne, première action les capitalistes, première action l'État, et ensuite deuxième action, deuxième action, deuxième action, deuxième action, et ce sera toujours dans le même ordre. Vous n'aurez jamais d'initiative ou de premier joueur, etc. Il n'y a pas de pion premier joueur là-dedans, ce sera toujours comme ça. Chaque classe aura un paquet comme ça de sa couleur, donc le rouge pour les ouvriers, le jaune pour la classe moyenne, le bleu pour les capitalistes et le gris pour l'État. Et vous allez devoir prendre 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cartes de votre pioche une fois que vous l'aurez bien mélangé. Et ça, ce sera votre main de cartes. Et en fait, qu'est-ce que vous allez faire? Eh bien, à chaque fois que vous allez jouer une action, et je dis bien à chaque fois parce que c'est vrai que parfois on oubliait et on se disait mince, il vous reste combien de cartes? Voilà, parce qu'en fait, vous allez jouer votre carte soit pour l'action qui est indiquée dessus,
soit pour une action standard, on va dire, qui fait partie des actions que vous avez le droit de faire. Donc, parfois, on va jouer simplement une action qu'on a le droit de faire en oubliant de mettre la carte et de la défausser. Donc, pensez bien à le faire parce que ça vous évitera de le faire plus tard. Et en plus, ça pourrait éventuellement fausser un petit peu le choix des cartes à un moment donné. Vous allez faire ça 5 fois et ensuite vous aurez la phase de production et de biens et de services. Et c'est là, pendant cette phase, que vous allez tourner à l'envers. L'État va commencer, ce sera ensuite le capitaliste, la classe moyenne, et ensuite l'ouvrier. Pourquoi on va faire ça de cette manière-là? Eh bien, c'est parce que lorsque vous allez jouer les actions, vous allez par exemple pouvoir remplacer des ouvriers ou des employés qui sont ici dans les différentes entreprises. Et les différentes entreprises, eh bien, il y a des entreprises de l'État qui sont ici. Voilà, ça c'est la fonction publique qui est indiquée ici avec de la santé, puisque l'État va fournir des biens, enfin pas des biens, mais des services publics, justement, pas de biens. Donc du soin, de l'éducation et de l'influence. Voilà, donc ça, ce seront les 3 entreprises dans lesquelles vous allez pouvoir travailler en tant qu'ouvrier. Donc ce sera les petits bonhommes qui sont là, ou en tant que classe moyenne, ce sera les employés qui sont ici avec leur petite cravate. Donc si on commence par ce sens-là, c'est parce que l'ouvrier, par exemple, dans ses actions, pourra prendre des petits bonhommes qui sont disponibles ici dans le tableau des chômeurs. En fait, en fin de compte, ici c'est Pôle emploi, on va dire, et donc vous allez prendre des employés que vous allez mettre un petit peu dans les entreprises partout. Voilà, donc il va bien falloir mettre des employés dans les usines pour qu'ensuite le capitaliste peut-être décide d'en construire des nouvelles. Donc c'est pour ça qu'on va tourner dans ce sens-là. La classe moyenne jouera forcément après parce que elle aussi, elle a des entreprises. Voilà, tout ce qui est jaune ici, c'est pour la classe moyenne. Donc en gros, il faut considérer ça comme les petites moyennes entreprises. Voilà, tous les petits patrons, l'artisanat, etc. Et si vous avez un petit commerce de proximité et un cabinet médical face au CHU du secteur public, évidemment. Donc là, ça va être tout ce qui est proximité. Et ensuite, vous allez donc avoir le capitaliste qui lui va construire des entreprises, des usines, etc. et qui va un petit peu concurrencer, bien évidemment, le secteur public avec des cliniques, donc les hôpitaux privés. Et vous allez avoir les écoles ici supérieures, mais donc des écoles également privées. Vous allez avoir des gros centres commerciaux, voilà, les supermarchés, enfin pas les supermarchés qui sont ici, mais les gros centres commerciaux comme vous pouvez avoir dans les très grandes villes, etc. Donc ça, ce sera pour le capitaliste. Et puis je vais y revenir dessus après. Vous avez évidemment, comme les centres commerciaux, vous avez des téléphones là sur la production. Donc ça, ce sera des produits technologiques, on va dire, des produits. Alors c'est pas du luxe en fait, c'est de la technologie, c'est de l'entertainment. C'est ce qui va faire qu'en fait que vous allez pouvoir donner du loisir également à la population de votre pays. Donc ça, voilà, ça vous permet déjà de situer que ici c'est l'État, ici c'est la classe moyenne, ici c'est les capitalistes. Et donc les capitalistes auront également affaire à des accords commerciaux qui seront juste ici. Et en fait, cette partie-là ne sera accessible que aux capitalistes. Ici, vous allez avoir de l'export, mais ça, tout le monde pourra le faire, sauf l'ouvrier qui lui ne produit rien. Mais ça, l'export, eh bien, vers l'international, la classe moyenne pourra faire de l'export. Et puis, évidemment, le capitaliste, lui, il va pas s'en gêner, il va faire de l'export. Mais vous allez également faire de l'importation. Donc ça, l'importation, j'ai oublié de mettre un petit cube ici sur le N2, je vais vous expliquer après. Eh bien, vous allez pouvoir acheter des biens ou de la nourriture, mais par contre, vous aurez des taxes qui correspondent ici, que vous allez pouvoir devoir payer à l'État. Donc, j'y reviens, voilà. Et donc, pourquoi on fait le tour à l'envers? Eh bien, c'est parce que l'État va financer les salaires de la classe ouvrière et de la classe moyenne. Donc, il va falloir donc forcément payer les gens. Une fois que vous avez fait une saison, une année de production, vous payez les salaires, et puis le capitaliste va payer les salaires également. On va produire tout ce qui se passe dans les usines, et puis la classe moyenne va payer également les ouvriers. Donc ça veut dire qu'en fait, lorsque vous faites la phase de production et de biens, les ouvriers vont toucher de l'argent à chaque tour quasiment, puisque vous allez avoir, s'ils sont un petit peu partout dans toutes les entreprises, ils toucheront de l'argent du service public, du secteur privé et des petites et moyennes entreprises. Voilà, donc tout ça, eh bien, c'est déjà pour vous mettre un petit peu en place le jeu. Vous allez avoir d'autres secteurs sur le plateau qui ne concernent que l'État. Donc là, on est un peu vraiment sur cette catégorie. Hein. L'État, vous avez donc les entreprises. Ici, vous avez donc les productions de l'État. Donc tout ce qui est produit par les entreprises, eh bien, ça va dans ces cases-là jusqu'à un maximum. Hein. C'est-à-dire que vous avez, par exemple, ici, cette entreprise qui fournit 6 pions de soins. Eh bien, dans la case ici, vous allez pouvoir stocker les 6 plus 6. Voilà, c'est indiqué ici. Donc c'est la production plus 6 au maximum. Donc si vous avez d'autres
entreprise qui s'ouvre après, eh bien ce sera le cumul de ce qu'elles peuvent produire, plus 6 à chaque fois ici. Ici vous avez le trésor public, alors ça c'est très important pour l'État puisque vous allez lui payer les taxes, les fameuses taxes ici de l'importation, et vous allez surtout lui payer vos impôts, car vous allez évidemment payer des impôts. Alors les ouvriers vont payer des impôts sur le revenu, mais alors, par contre la classe moyenne va payer des impôts sur le revenu parce qu'elle a des employés, mais également sur les charges patronales pour ces entreprises. Et vous verrez que, moi je me suis aperçu de ça, et puis c'est vrai que ça correspond assez à la réalité, c'est que les petites moyennes entreprises, eh ben, elles sont vachement plus taxées que les grosses entreprises. Voilà, on se demande pourquoi, parce que peut-être qu'il y a des actionnaires là-dedans. Et ben en tout cas, c'est le cas dans le jeu. Je me suis retrouvé moi en classe moyenne et j'étais dingue de payer plus de taxes, d'impôts, charges patronales, pardon, à l'État, alors que en fait le capitaliste, bah, il en payait moins que moi, j'étais comme un dingue. Voilà, et donc vous avez également les charges patronales ici pour le capitaliste, et puis vous avez ici des petites cases qui sont réservées à l'État également, qui seront les allocations de l'État. Donc l'État, à un moment donné, s'il aide par rapport à ses cartes actions, il pourra peut-être faire des choses, donc faire des petits cadeaux à l'un ou à l'autre, et puis bah, vous pourrez, lors d'une action bonus, parce qu'il y en a, eh bien aller chercher peut-être ces allocations, et ça rapportera des points de victoire à l'État. Donc il va se mettre bien, en tout cas nous sur notre partie il s'est mis bien. Ici vous avez également des événements, donc ça c'est des événements qui ne concernent que l'État. Donc tout ça, ça n'existe pas quand vous faites une partie sans jouer à 4, hein, parce que du coup l'État n'existe pas lorsque vous jouez à moins de 4. Et donc ça c'est des événements que l'État va devoir faire pour essayer d'obtenir des points de victoire pendant la partie. Ici vous avez ce qui concerne les résultats du vote, vous allez voir comment ça se passe, je vais vous expliquer. Puis ici un multiplicateur fiscal qui va faire très mal à la classe moyenne, mais qui va toucher bien évidemment également les capitalistes. Et enfin une grosse partie ici qui est très importante, qui est celle concernant les lois. Vous avez 7 secteurs de lois. Donc ici vous avez la politique fiscale. Alors comment ça marche la politique fiscale? Eh bien si vous êtes ici, c'est ce qui se passe au début. L'État n'a que 3 possibilités donc d'entreprises du secteur public. C'est celles qui sont là, qui sont données à l'État par rapport à sa mise en place, hein. Elles sont mises en place dès le début. Mais par contre, si si le pion de loi est dans ce secteur, eh bien l'État n'aura même pas le droit d'avoir plus qu'un emprunt, parce que l'État peut emprunter. Ce sont ces petites cartes qui sont ici, voilà les cartes qui sont ici. Et donc, si l'État est obligé d'emprunter, eh bien le FMI va lui tomber dessus, et là ça craint direct. Donc attention à ça. Surtout que les emprunts, chaque joueur peut les faire, mais par contre vous ne pouvez jamais les faire quand ça vous arrange, vous êtes obligé de les faire quand vous êtes obligé de payer quelque chose et que vous n'avez pas assez d'argent. Donc voilà, vous ne pouvez pas emprunter pour construire des choses, vous êtes obligé d'emprunter quand vous ne pouvez pas payer. Donc si par exemple le jeton de loi était ici, et bien là le service public aurait 3 entreprises publiques en plus qui va devoir payer. Donc il y a un coût qui est indiqué ici, donc c'est des entreprises avec un coût de 20. Il va devoir les payer, mais par contre ici il gagnera un petit peu de souplesse au niveau des emprunts, c'est-à-dire qu'il pourra prendre un emprunt s'il a besoin pour payer des salaires par exemple, mais s'il en a 2, eh bien le FMI lui tombe à nouveau dessus. Et ici, si la loi est ici, eh bien ce sera 9 entreprises, donc la totalité des entreprises ici qui seront disponibles pour aller mettre des employés ou des ouvriers. La loi numéro 2, eh bien, ce sera le marché du travail. Cela correspond au minimum salarial possible, c'est-à-dire qu'en fait, en gros, c'est la valeur du SMIC. Donc vous avez ici, au début, il est sur N2, et vous allez retrouver sur les cartes d'entreprise, eh bien, les 3 couleurs, bleu, jaune et rouge, que l'on retrouve ici, bleu, jaune et rouge. Et en fait ce sera donc le salaire, donc ça veut dire que si vous êtes à N2 ici, eh bien le salaire est obligatoirement le salaire central. Si vous arrivez ici, eh bien le salaire sera forcément le salaire le plus haut. Et si vous êtes ici, ce sera le salaire le plus bas, mais en tant qu'employé, en tant que patron, pardon, des grandes ou des petites moyennes entreprises, eh bien vous allez pouvoir faire plaisir à vos employés si vous le souhaitez, en augmentant quand même le salaire, même si la loi est ici. Donc ça, c'est peut-être que ça vous évitera des grèves de la classe ouvrière. Ensuite, nous avons les services publics qui sont ici. Alors je passe un peu celui-là parce que les 3 sont en lien. Donc en fait, je vais au moins vous expliquer ces 2-là et ensuite celui-là. Vous avez l'aide sociale, la santé et les allocations. Donc en fait ici, si vous avez besoin d'acheter de la santé pour votre population, eh bien vous allez la payer 5, je sais plus ce que c'est la monnaie, je trouve ça bizarre d'avoir mis une monnaie virtuelle, on va dire 5 sous quoi. Vous payez 5 sous.
Et si c'est ce qui est le cas au début, et du coup l'État met un petit pion comme ça, comme quoi la santé coûte 5 sous, mais par contre ça lui rapportera une victoire à chaque fois que vous en prenez une. Donc attention à ça, parce que nous on l'a un petit peu gavé l'État au début. Et puis ici vous avez un plus 1, donc on va voir un petit peu ce que ça donne. Si le pion est ici, la santé sera à 10, donc elle est très chère. Et si elle est ici, eh bien elle sera 0, donc la santé sera gratuite pour la population. Ici, vous avez exactement pareil pour l'éducation, 0, 5 ou 10 pour le coût de l'éducation. Mais donc, on retrouve ici le plus 1 et le plus 2 qui sera en relation avec l'imposition qui est ici. C'est pour ça que je voulais vous l'expliquer avant. L'imposition, elle va intéresser bien évidemment l'État, mais elle va pas trop intéresser les capitalistes ni la classe moyenne qui vont se faire racketter. Donc, ici, on démarre en A, ça veut dire que vous avez 3 points d'imposition, donc l'imposition va jouer sur le multiplicateur fiscal qui est ici. En gros, vous avez 3 points d'imposition, mais à cela, vous allez ajouter le plus 1, parce qu'ici, vous êtes à plus 1, donc ça fait 4, et ici, vous ajoutez 0, parce que vous êtes à 0. Sauf que, ici, vous voyez qu'il y a un quotient multiplicateur, et bien la valeur ici indiquée pour le multiplicateur fiscal est multipliée par 2, pour la santé et pour l'éducation, parce qu'on est en A, donc là ça fait 3 plus 1 plus 1 plus 0, donc on est bien à 5 au début de la partie. Si à un moment donné le curseur vient ici, l'imposition sera moins élevée, ce sera 2, mais par contre les valeurs qui sont ici seront fois 1, donc elles existeront simplement pour leur valeur qui est indiquée ici. Donc là on serait à, l'exemple ce serait 2 plus 1, on serait à 3. Par contre si on était ici et ici, eh bien ce serait 2 plus 2 plus 2. Voilà, vous voyez, vous arrivez déjà à 6. Et alors là, si on est là, eh bien ça fait 3 plus 4, parce que c'est 2 fois 2. Donc 3 plus 4, 7 plus 4, on arrive à 11, c'est le maximum qui est là-bas. Ensuite, nous avons la 6e loi qui est le commerce extérieur. Donc ça va être par rapport à cette jauge qui est ici. Donc le commerce extérieur, eh bien cette loi-là va simplement vous faire changer le montant des taxes. S'il est tout en bas, donc si on est sur le C, eh bien vous ne payez pas de taxes lorsque vous payez des produits importés. Si vous êtes ici, eh bien vous payez 5 pour la nourriture, 3 pour la technologie. Et si vous êtes en haut, eh bien ce sera 10 ou 6. Et la dernière loi, eh bien, c'est la loi sur l'immigration. C'est à chaque tour, à chaque phase de préparation de jeu, eh bien, vous allez avoir des nouvelles personnes qui vont arriver, que ce soit des ouvriers ou des employés qui vont arriver sur le marché de l'emploi. Eh bien, si vous êtes ici à plus 1, vous verrez que vous allez tirer chacun une carte entre les ouvriers et la classe moyenne, tireront une carte ici, ajouteront une personne. Si vous êtes à plus 2, eh bien, ils tireront 2 cartes, donc ils rajouteront 2 bonhommes. Et s'ils sont ici, eh bien, ils ne rajouteront personne. Et ça, vous allez voir que ça va jouer sur leur sur leur jauge de population, et c'est très important. Alors voici le plateau de la classe ouvrière. Et bien vous avez ici une piste de population, donc en fait cela va correspondre au nombre de petits meeples que vous avez d'ouvriers sur le plateau. Donc ici on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, voilà, ça correspond bien. On a ici notre petit marqueur qui est sur 10. Et lorsque vous montez ici, à chaque fois que vous allez avoir des nouveaux meeples qui arrivent sur le plateau, et bien vous allez monter votre petit cube et ça va vous donner un nombre de populations différents. Ici pour 10 ou 11 meeples sur le plateau, ça me fait une population de 3. Et pour 12, 13 ou 14, j'ai une population de 4 et vous allez voir que ça a une importance. Vous allez mettre un petit pion ici, hop, en prospérité, et ça, eh bien, ce sera ce qui va vous rapporter des points de victoire principalement pendant la partie. Puisque ici, en tout cas pour la classe ouvrière, vous avez également les syndicats qui peuvent vous rapporter des points de victoire, mais c'est principalement la prospérité. Et en fin de compte, qu'est-ce qui va se passer? C'est que lorsque vous allez faire du soin, par exemple vous allez acheter du soin pour offrir du soin à votre population, eh bien vous allez devoir en acheter 3 parce que vous êtes en population 3, donc vous ne pourrez pas en acheter plus que 3. Ici si vous êtes à 4, eh bien vous ne pourrez pas en acheter plus que 4. Par contre vous pouvez faire, lors d'une phase d'achat et de biens et de services, eh bien vous pouvez faire d'acheter par exemple 3 soins et 3 éducations. Ça c'est tout à fait possible, mais pas au même joueur. Vous ne pourrez pas acheter par exemple le soin et l'éducation à l'État, vous serez obligé d'aller acheter ça également à un autre joueur comme le capitaliste par exemple, ou alors d'acheter peut-être parfois des choses comme des téléphones ou de la nourriture
à l'import. Voilà, donc ça, il va falloir faire attention à ça. Peut-être vous allez même créer des alliances, hein, classe ouvrière, moyenne, peut-être que je vais te faire un prix, je vais ajuster mes prix pour que tu payes pas trop cher la nourriture par exemple, ça peut être ça aussi. Et donc lorsque vous allez faire ces genres d'actions, eh bien vous allez faire monter votre prospérité. Si je prends l'exemple du soin, lorsque vous offrez du soin à votre population, donc vous d'abord vous l'achetez, elle arrive ici dans les biens et les services, et ensuite lors d'une phase d'action bonus, eh bien vous pouvez donner du soin à votre population. Qu'est-ce qui va se passer? Eh bien vous allez monter votre prospérité d'un point, vous allez prendre 2 points de victoire parce que c'est ce qui se passe lorsque l'on fait du soin, plus le point de victoire que vous êtes du niveau de prospérité sur lequel vous êtes tombé. Donc là je suis au niveau 1, ça veut dire que je vais prendre 1 point de plus, donc j'aurai 3 points de victoire. Et également je vais pouvoir mettre un personnage sur le plateau parce que c'est comme ça pour le soin. Le travailleur que vous mettrez sur le plateau sera un travailleur gris. Voilà, donc ça c'est pour le soin, mais vous pouvez faire pareil pour l'éducation, ça veut dire que vous allez payer, acheter des biens et des services, et ensuite en action bonus vous allez pouvoir les dépenser pour l'offrir à votre population, et là ce sera 1 point de prospérité que vous gagnez également, donc là du coup ça va faire non plus faire 1 point, mais 2, puisque je suis au niveau 2, et puis vous allez reprendre 2 points de victoire, et en plus de ça, l'éducation va faire que vous allez pouvoir prendre par exemple un de vos ouvriers qui est gris, qui est non qualifié, et vous allez par exemple pouvoir tiens, le transformer en blanc, parce que ici je vois qu'il y a du travail pour un infirmier, donc pour un docteur par exemple, en termes de qualification, il va falloir qu'il soit blanc. Donc voilà, c'est le but de l'éducation. Et lorsque vous allez monter votre population, et bien évidemment, ça va augmenter les besoins que vous aurez besoin d'acheter, que vous devrez acheter, et puis ça n'augmentera pas par contre le gain de points que vous allez faire. Donc ça va exactement la même chose pour la classe moyenne. Et puis donc ce qui change un peu ici, c'est que vous avez des syndicales. Donc lorsque vous avez un minimum de 4 personnages, donc si vous prenez par exemple si la classe ouvrière mettait le petit meeple blanc avec le gris ici chez les capitalistes dans la clinique, et bien c'est-à-dire qu'il aurait 4 meeples dans des secteurs, dans le même secteur, dans des entreprises différentes, et donc il pourra à un moment donné, s'il le souhaite, mettre un syndicat qui va lui apporter des choses, évidemment des points de victoire et également de l'influence. La classe ouvrière pourra faire grève, et oui, voilà, grâce à ce genre de pion. Donc lorsqu'elle déclenche la grève, eh bien elle pourra en mettre 2 sur 2 entreprises différentes pour réclamer une hausse des salaires. Et qu'est-ce qui va se passer? Eh bien si une entreprise est toujours en grève au moment de la phase de production et des biens et des services, eh bien les ouvriers ne seront pas payés et l'usine ne produira rien du tout. Donc c'est pénalisant pour tout le monde. Donc après c'est au patron de voir ce qu'il fait. Vous avez vos propres revenus, évidemment, lorsque vous allez avoir des employés dans le secteur public, dans le secteur privé, dans les petites entreprises, eh bien vous allez avoir des salaires qui vont arriver dans cette case-là. Et vous avez, comme pour tous les autres joueurs, une très grande aide de jeu qui est là. Voilà, ça c'est l'aide principale. Donc ça, vous allez retrouver tout ce qui concerne ce que vous devez faire sur la phase de préparation. Ça paraît beaucoup comme ça, mais ça va très vite à comprendre. Vous allez, en plus, si vous l'étudiez un petit peu avant, je vous assure que ça va très très bien. Ça, c'est les actions de base que vous pouvez faire. Donc, proposer un projet de loi. Tiens, je vais vous expliquer ce que c'est. Assigner des travailleurs. Donc, ça veut dire que vous allez prendre des travailleurs du secteur ici de Pôle emploi ou des travailleurs alors de votre classe. Hein. La classe ouvrière n'a pas le droit de bouger des employés. Donc il les prend et il les déplace, donc ça veut dire qu'il peut éventuellement même fermer des entreprises si à un moment donné il n'y a plus assez de personnel dans une entreprise, parce qu'une entreprise pour être opérationnelle doit être au complet. Donc ça c'est assigner des travailleurs. Assigner des travailleurs sous contrat, vous allez voir que si je prends par exemple un personnel, allez tiens je vais vous montrer, je fais ça, j'assigne des travailleurs, et bien je les mets couchés parce qu'on va considérer que lorsque l'on assigne un contrat des travailleurs dans une entreprise, et bien ces travailleurs là vont être sous contrat et donc ils seront couchés. Si je prends un autre personnel et que je le mets là, et bien l'entreprise va fermer parce qu'elle n'est pas au complet et du coup celui-ci va revenir également au chômage. Vous allez également donc pouvoir assigner des travailleurs au syndicat et vous allez pouvoir acheter des biens et des services, et après ce sera des actions bonus qui seront également disponibles. Alors vous pouvez faire des projets de loi, donc ça c'est également une des actions, et vous avez des pions comme ceci qui vont venir, et par exemple si en tant qu'ouvrier, eh bien moi je veux que les salaires ils soient à N3 plutôt qu'à N2, hop je mets ça, et si j'ai un cube d'influence qui sont ces petits cubes là, et bien si j'en ai un juste ici, eh bien je peux demander à faire un vote tout de suite. Voilà, je dépense un cube et je fais le vote tout de suite.
sauf que si je n'ai pas de cube, et bien ce sera fait lors de la phase d'élection, donc on va le faire, je vais vous l'expliquer à la phase d'élection. On va regarder maintenant la classe moyenne. Alors évidemment, je vous l'ai dit, je ne vous explique pas tout parce que ça ne sert à rien. Je vous dégrossis un peu le truc pour que vous puissiez apprécier le jeu, voir si ça peut vous plaire. Alors vous avez des très grandes aides de joueurs et vous avez également des petites aides de joueurs, voilà, que vous pouvez avoir à côté de vous lorsque vous jouez, et puis les autres, vous les étudiez un petit peu, et puis après vous repassez juste simplement sur celle-ci qui est un petit raccourci de tout ce que vous pouvez faire, voilà, et du coup c'est très pratique. Alors du coup on va passer à la classe moyenne. Donc moi c'est celle que j'ai jouée et que j'ai bien appréciée, même si c'est très difficile. Vous avez exactement la même piste que l'ouvrier, je vous la réexplique pas parce que ça dépend de votre nombre de meeples sur le plateau et ça vous donne un nombre de population. Et pour la prospérité, c'est exactement la même chose que pour les ouvriers. Il va falloir donner des biens et des services à votre population pour qu'elle soit contente, pour que vous puissiez monter en prospérité. Ici vous avez votre case de revenus, votre case de biens et services comme pour la classe ouvrière. Et par contre ici ça va changer, c'est pas des syndicats que vous avez, vous c'est des entrepôts qui vont correspondre à votre production par rapport aux entreprises. Donc ici vous allez mettre la nourriture que vous allez produire jusqu'à un maximum de 8. Ici vous pourrez mettre la technologie que vous allez produire, un maximum de 8 également. Vous allez mettre la santé et l'éducation pareillement à un maximum de 8. Et vous allez mettre des petits cubes comme ça qui seront en fait qui vont définir le coût de vente de vos produits. Donc ça veut dire que par exemple les ouvriers peuvent venir vous acheter de l'éducation, de la santé, du luxe ou de la nourriture directement chez vous, et donc vous pouvez éventuellement baisser les tarifs si vous avez envie qu'ils viennent chez vous plutôt que d'aller chez les capitalistes. Au niveau de la classe moyenne, et ben en gros voilà pour son plateau, vous allez avoir à côté de votre plateau donc une pile de cartes qui est celle-ci, qui sera une pile d'entreprise, et donc vous allez placer 3 cartes à côté du plateau, et ça ce sera votre marché d'entreprise. Vous allez pendant votre tour pouvoir construire une entreprise, donc dans ce cas là vous allez payer le coût, et vous allez du coup, c'est celle-là que j'aurais dû mettre ici parce qu'elle a un petit point, mais enfin c'est pas bien grave, vous payez le coût et vous la mettez en place, et puis après s'il y a des personnages qui sont disponibles ici, eh bien vous allez pouvoir les prendre aussitôt. Imaginons que j'ai un employé vert ici, eh bien je le prends parce qu'il est disponible et je le mets ici, et je le couche parce qu'on considère qu'il est sous contrat parce qu'il arrive dans mon entreprise. Alors il faut quand même que je vous explique un truc sur les entreprises, puisque là vous voyez qu'il y a un petit meeple, et si vous voyez bien, c'est peut-être pas gagné avec la caméra, mais vous allez voir qu'il est entre parenthèses. On le voit ici, il est entre parenthèses. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'en fait moi en tant que classe moyenne, je peux mixer mon type d'employé, c'est-à-dire que je peux avoir un employé et un ouvrier. Je peux le faire. Mon entreprise est opérationnelle lorsque j'ai seulement mon compte d'employé. Celle-ci, par exemple, ma bijouterie, elle est opérationnelle directement lorsque j'ai mes 2 employés. Pas besoin d'ouvrier ici. Mais par contre, elle sera totalement opérationnelle si je rajoute un ouvrier. Alors c'est pas moi qui vais le rajouter, à moins que j'ai une carte qui me permette de le faire, mais ce sera la classe ouvrière qui mettra des ouvriers, s'ils le souhaitent, dans vos entreprises pour gagner de l'argent. Alors les salaires sont plus bas que ceux dans le secteur privé, mais en même temps, si vous lui vendez moins cher la nourriture, par exemple, moi je me suis rendu compte que lors de ma partie en classe moyenne, je me suis pas assez rapproché de la classe moyenne, de la classe ouvrière pour essayer de faire des deals un peu comme ça, mais c'est aussi un peu de la faute de la classe ouvrière qui s'est vachement rapprochée de l'État pour des trucs, donc du coup en fait c'était difficile d'aller faire des deals dans tous les sens. Du coup, eh bien en fait vous allez avoir donc un surplus de production si vous avez les 2 personnels. Donc voilà, donc ça ce sera, on va dire qu'elle est opérationnelle s'il n'y en a qu'un, totalement opérationnelle si elle est 2. Contrairement à la classe capitaliste et l'État, dans lesquels les entreprises, vous ne pourrez mettre que des ouvriers ou alors que des employés. Ne croyez pas que parce que vous avez les 2 types de personnages que vous pouvez mettre l'un ou l'autre, non. Si vous mettez un employé jaune ici, eh bien vous allez mettre un employé orange, pardon, vous allez mettre obligatoirement un employé gris à côté et pas un ouvrier, c'est interdit, et c'est pareil pour la fonction publique. La classe moyenne pourra également vendre des entreprises, elle va également pouvoir vendre à l'exportation ici des biens et des services, et puis vous allez pouvoir faire des heures supplémentaires à des gens. Je vous laisse découvrir la classe moyenne en profondeur lorsque vous allez faire une partie.
mais en tout cas c'est vraiment quelque chose de vraiment sympa à jouer, la classe moyenne, parce qu'en plus c'est parlant quoi. C'est vrai que du coup c'est ce qui est intéressant avec ce jeu, c'est que tout ce que l'on fait dans le jeu, et ça nous parle en fait, parce que c'est un peu ce qu'on vit un peu tous les jours. Vous avez ici le plateau du capitaliste. Le capitaliste, lorsqu'il va produire et qu'il va vendre surtout des biens à l'export ou à des joueurs autour de la table, et bien tout l'argent va aller ici dans les chiffres d'affaires. Vous avez ici le capital, ce sera à la fin de la manche, il va mettre son chiffre d'affaires dans le décompte. Pendant le décompte des points, il va mettre son chiffre d'affaires dans le capital. Et alors cette barre là, comment ça va se passer? Lui il va se gaver de points, c'est-à-dire que plus il va avoir de capital, plus il va se gaver. Imaginons que dès le premier tour il fasse un capital de 60, et en fait ça veut dire qu'il va faire 1, 2, 3 cases, parce que du coup il n'a pas 75, donc il est au-dessus de 50, mais il s'arrête à 50. Lorsque vous avancez sur des cases, c'est 3 points de victoire par case. Donc là il fait 3, 6, 9 points, plus le niveau ici, 3, ça fait 12 points d'un coup. Pas mal. Lorsque vous allez mettre par exemple plus d'argent, imaginons qu'il arrive à 130, il reprend 1, 2, 3, 130, il va rester là, 12 points, mais là, re 9 points parce qu'il a fait 3 cases, mais là il prend 9 points plus 6, donc 15. Voilà, et c'est comme ça que ça va marcher. Tout ce qu'il va produire, ça va aller dans ces entrepôts qui sont ici, et lui il aura une part ici d'influence que les autres joueurs mettront dans leurs biens et services. Voilà, si vous avez de l'influence avec la classe moyenne ou les ouvriers, ce sera dans les biens et services, ici vous avez de l'influence. Donc pareillement, il va remplir ici, il va mettre des cubes pour définir le coût des produits qu'il vend, et puis aux autres joueurs, et puis en fait vous allez avoir donc d'autres actions spécifiques aux capitalistes que vous allez découvrir. Et enfin, on a l'État qui est ici, le plateau de l'État. Alors évidemment, je vous rentre pas dans le détail, mais franchement, je vous l'assure, c'est pour votre bien que je le fais, parce que ça sert à rien de se gaver d'informations sur un jeu comme ça. Il vaut mieux connaître un petit peu les bases, comment ça fonctionne, c'est quoi le truc, et puis en fait comme ça vous allez être beaucoup plus serein. Et si chaque joueur prend le temps de chez lui de télécharger sur son téléphone ou sur son ordi la lettre de jeu qui correspond à sa classe avant de venir jouer, ça roule, et du coup tout va bien. C'est pour ça aussi que moi je connais pas non plus tous les détails de tout le truc, parce que voilà, on connaît plus les détails de ce que l'on joue, donc évidemment je connais plus la classe moyenne. Ici en gros l'État, vous allez avoir des pistes de légitimité en fait, et suivant les actions que va faire l'État, en fait il va monter, par exemple à chaque fois ici, il va prendre des trucs. C'est-à-dire que sur les cartes, en fait, lorsque vous allez jouer des cartes, il y a parfois des petits trucs comme ça, là, ici. Tiens, d'ailleurs, ça me fait penser qu'il faut que je vous explique quelque chose. Ça tombe très bien. Il y a des petites informations dans le bas à droite, donc ça concerne que les parties sur lesquelles vous avez l'État. Si vous n'avez pas l'État joué par un joueur lors d'une partie, ne faites pas attention à ces trucs-là. Mais là, par exemple, ça veut dire que si un joueur joue sa carte par rapport à cette action-là, en fait, l'État va pouvoir augmenter sa légitimité ici. Et vous avez également des conditions de jeu de cartes, c'est-à-dire que si la loi est en A ou en B, je peux jouer la carte, si elle est en C, je ne peux pas la jouer, donc attention à ça également. Voilà, ça c'était les conditions pour jouer des cartes. Donc vous allez avoir des légitimités, et puis l'État va se gaver de points à un moment donné, ou d'influence par rapport à tout ça. Il prendra les niveaux des pions les plus bas. Donc si vous avez un pion ici, ce sera les niveaux des 2 pions les plus bas par exemple, donc il prendra 2 et 3 points de légitimité, donc 5 points de légitimité pour dans cette condition là. Donc vous allez avoir ici des pions nourriture que vous allez pouvoir que vous allez récupérer, que vous allez acheter, que vous allez mettre ici. Vous allez avoir le luxe que vous allez mettre ici, et l'influence que vous allez mettre ici. Alors en gros les actions de base que va pouvoir faire l'État, c'est également proposer un projet de loi, hein. Il a des petits pions gris qu'il va pouvoir mettre ici pour essayer d'arranger la loi comme il l'entend. Il a des actions événements, donc ça concerne ces cartes là. Vous allez vendre sur le marché extérieur lorsque vous récupérez du téléphone ou de la nourriture, donc il va pouvoir les vendre sur le marché extérieur ici. Il va pouvoir rencontrer des députés d'un parti pour donner de l'influence à des joueurs et gagner des avancées sur les pistes de légitimité. Il va pouvoir faire des taxes d'urgence également, mais par contre il va perdre en légitimité, et il va pouvoir faire campagne en déplaçant 3
comment dire, des influences médiatiques du plateau vers son plateau de joueurs, donc pour les récupérer, pour pouvoir avoir de l'influence lors des votes. Donc tout ça, c'est les actions de l'État. Vous avez également des actions bonus qui sont à peu près les mêmes que le capitaliste, hein, ajuster les salaires et rembourser un emprunt. Donc ça, ce sont les actions que vous pouvez faire. Ici, vous avez une aide pour les élections, ici une aide pour la fin de partie, et puis 3 points de règles importantes pour l'État. Donc là, vous aurez fait toutes vos phases d'action, vous avez payé les salaires, vous avez produit. Maintenant, il va falloir répondre aux besoins, c'est-à-dire que la classe moyenne et la classe ouvrière va devoir nourrir sa population. Donc si vous avez un nombre de 3 populations, eh bien vous devrez absolument donner 3 jetons nourriture, que sont ces jetons là. Voilà, il y en a avec des valeurs de 3 directement. Donc ça, il va falloir les donner directement, les remettre dans la réserve pour pouvoir nourrir votre population. Si vous en avez pas, vous allez devoir l'acheter soit à l'importation, soit aux joueurs de la classe moyenne s'il en a encore, parce que je vous avoue qu'à chaque fois que j'en ai produit, en fait, tout est parti dans ma population. Ou alors au capitaliste, mais voilà, si vous l'achetez au capitaliste, eh bien forcément vous allez le gaver. Et ensuite on va passer à la phase de vote. Alors ici on a deux choses à voter. Alors au début du jeu, vous avez 3, 4, 5, 6 et 7, 8 cubes de chaque classe qui est mis dans le sac. Voilà, ça c'est au moment de la mise en place du jeu. Vous faites ça, hop, et hop. Ensuite, au moment de la phase du vote, eh bien, si vous allez commencer par la classe ouvrière va rajouter la moitié arrondie au supérieur de sa population en cubes dans le sac. C'est-à-dire que si la classe ouvrière a une valeur de population de 5, eh bien, vous allez ajouter 3 cubes, puisque donc ça fait 2,5 arrondi au supérieur, 3 cubes. Hop, on va dire que c'est 5. Le capitaliste, lui, va ajouter la moitié des cubes par rapport au nombre d'entreprises qu'il a. Ici, il y en a 4, il rajoute 2 cubes. Et enfin, la classe moyenne va choisir entre la moitié de ses entreprises ou la moitié de sa population. Généralement, ce sera plutôt la population. Imaginons qu'il est à 4, et ben ça fera 2 cubes. Le représentant de l'État, lui, gagnera des cubes d'influence par rapport à ça. Ensuite, vous allez pouvoir voter. Donc on commencera toujours de 1 à 7. Vous allez commencer par voter cette loi ici. Donc le Parti ouvrier a demandé à voter une loi pour augmenter les salaires. Et chaque joueur va avoir un jeton comme celui-ci pour dire de quel côté il est. Tout le monde va le placer et puis vous allez voir ce qui va se passer déjà sur qui est pour, qui est contre. Évidemment, la classe ouvrière va être pour parce que c'est elle qui a voté. La classe moyenne sera sûrement pour parce qu'elle a très peu de salaire à payer, voire pas du tout, parce qu'elle ne va pas payer les salaires de la classe moyenne. Donc elle ne va payer que les salaires de la classe ouvrière. Et puis les capitalistes, c'est sûr que vous allez vous retrouver dans un affrontement de ce style-là. Et ensuite on va tirer des cubes, on va tirer 5 cubes. Alors je ne vous montre pas ici, mais normalement c'est là que vous le faites sur le résultat du vote, mais là c'est un petit peu loin. Donc on va tirer 5 cubes, hop, et hop. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? On va mettre les cubes de la bonne couleur aux bons endroits. Ici, ça fait 4 contre 1. Et vous allez donc pouvoir utiliser maintenant des cubes d'influence si vous le souhaitez. Si vous en avez suffisamment pour faire basculer un vote, par exemple, imaginons que le capitaliste ait 3 cubes et l'État 1 cube. Eh bien, peut-être que l'ouvrier aurait 2 cubes sur son plateau et la classe moyenne n'en aurait pas. Eh bien, tout le monde dit, bien moi j'ai 3 cubes, 2 cubes et 1 cube. Tout le monde les met dans ses mains. On en choisit d'en mettre un certain nombre de faces cachées dans une main, on tend le bras, on montre le nombre de cubes qu'on a mis. Et par exemple, si le capitaliste avait mis 2 cubes ou 3, pensant que l'État allait en mettre 1 pour l'aider, et bien pas du tout, il l'a gardé. Ce qui fait que tous les cubes retournent sur les plateaux des joueurs. Et là, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien ici, on a une égalité parfaite puisqu'on a 4 contre 4, sauf qu'en cas d'égalité, la loi passe. Donc ça veut dire que les salaires viendraient ici à N3. Aussitôt, qu'est-ce qui va se passer? Vous allez mettre tous les cubes des salaires, boum, à N3. Donc si l'ouvrier l'avait fait avant en payant un cube d'influence pour faire voter la loi aussitôt, eh bien il aurait peut-être touché les salaires de niveau 3 pendant la phase de production et de biens. Donc c'est très important. Tous les cubes qui ont gagné retournent dans la réserve, les cubes d'influence retournent dans la réserve, et par contre les cubes de couleur qui n'auront pas gagné retournent dans le sac. Si vous avez été gagnant du vote, par exemple là c'était la classe ouvrière qui l'avait demandé, il a gagné, donc il va prendre 3 points de victoire, et tout joueur qui aura été de son côté pour voter, gagnera 1 point de victoire. Vous ferez exactement la même chose pour ce vote là.
et puis ça changera, par exemple si le vote est accepté, on descend ici, et puis les joueurs prennent des points de victoire, etc. s'ils en ont, et puis ici on va ajuster tout de suite le multiplicateur fiscal, on serait à 2 points de multiplicateur fois 1, donc ça serait 2 plus 1, 3, ça veut dire qu'ici, hop, on réduit. Sauf qu'en fait j'ai juste oublié un petit truc avant, c'est que avant de faire la phase des élections, il y avait quand même 2 autres étapes dans la phase de production. Je vais mettre ça ici parce que c'est plus facile. En fait, vous aviez production des biens et des services, répondre aux besoins, contrôle du FMI et payer les impôts. Moi, je suis passé directement de produire, répondre des besoins à remplir le sac. Donc, la phase des élections. Donc, non, il y a quand même la phase des impôts et ça, ce sera sur chaque personnage. En fait, vous allez avoir sur chaque aide de jeu votre manière de payer les impôts. Donc, vous allez avoir des manières différentes, mais tout ira dans le trésor public et du coup, on serait resté bien évidemment sur le multiplicateur à 5 puisque le vote aurait été fait après avoir payé les impôts. Vous allez avoir également une phase de décompte des points, donc vous allez vérifier les syndicats pour la classe ouvrière, etc. Et puis vous allez donc avoir sur votre aide de jeu également une aide pour savoir comment vous décomptez les points pour chaque manche. Franchement, vous allez la regarder la première fois, puis après ça va rouler, c'est vraiment pas compliqué. Et puis ensuite vous allez regarder la phase de préparation pour commencer une nouvelle manche. Juste une chose, parce que j'y pense sur les impôts, on va regarder quand même, juste vous expliquer comment ça marche ça. L'impôt sur le revenu pour la classe ouvrière va dépendre de la loi numéro 2 et de la loi numéro 3. Ici, la loi numéro 2 est sur le A, donc on serait avec une valeur à 7, mais la loi numéro 3 est sur le B, ça veut dire que l'impôt sur le revenu pour la classe ouvrière sera de 6. C'est normal, plus elle gagne, plus elle paye de revenus. Si on était resté ici, eh bien on aurait été à 2B et 3B, on aurait été à 4, voilà. Donc là on était à 6. 6, ça veut dire que vous multipliez 6 par la valeur de votre population, donc imaginons qu'on disait était à 5. 5 fois 6, 30, vous payez 30 d'impôts. Pour la charge patronale, eh bien, vous avez tout indiqué ici, c'est suivant votre chiffre d'affaires et le résultat donc de 3A, 3B ou 3C. Et ici, vous avez les charges patronales, ça va être par rapport à votre nombre d'entreprises et par rapport aussi également à ce facteur qui est ici. Voilà, et ben écoutez, c'est tout ce que je peux vous dire là-dessus. Il y avait d'autres cartes, mais je crois que c'est tout. En fait, vous avez ça, c'est les cartes événements. Ici, c'est les cartes export qui vont être changées à chaque tour. Et puis, vous aviez ça également pour le capitaliste. En fait, ça, c'est une tuile qu'il va mettre à côté de lui. Et toutes les marchandises qu'il va mettre là-dessus, qu'il aura produit, qu'il va mettre là-dessus, il ne pourra pas les vendre aux autres joueurs. Ce sera exclusivement des biens qui seront destinés à l'exportation. Voilà. Et puis, je crois que c'est tout. La classe ouvrière ne peut pas construire d'entreprise, mais elle a quand même la possibilité à un moment donné de construire des fermes coopératives, donc ça c'est avec des cartes. Et puis vous avez également ces cartes là, les agendas politiques, donc ça c'est pour l'État. Donc ça, je me suis pas assez méfié avec ce truc-là. En gros, l'État a une carte à chaque manche qui lui indique dans quelle position devraient être les lois pour qu'il puisse marquer des points de victoire, sachant qu'il marque un point de victoire pour chaque pion qui serait au bon endroit par rapport à son agenda politique. Donc ça, c'est chaud. J'avoue que je n'ai pas fait assez attention à ça et en fait, je comprenais pas parfois pourquoi il votait des trucs qui me semblaient incohérents par rapport à ce qui se passait, mais en fait il tenait compte de son agenda politique et ça voilà, faut faire attention à tout et puis donc ça change à chaque manche, donc il faut vraiment regarder ce qui se passe un petit peu partout. Ça, ce sont des cartes pour les accords commerciaux. D'ailleurs, c'est en lien avec la loi numéro 6. Lorsque vous êtes en N3, N2 ou N1 ici au niveau des taxes d'importation, et bien en fait il y a une autre valeur ici, c'est-à-dire que le capitaliste n'aurait, si on était en N3, le capitaliste n'aurait aucune carte possible ici. Ici il en aurait une et ici il aurait les deux. Et ça, qu'est-ce qui se passe? Et bien en fait c'est des accords. En fait il va pouvoir pour 40 thunes, il va pouvoir acheter 10 téléphones. Il va payer des taxes suivant si on est en A ou en B au niveau de du 6 ici. Et donc ce sont des biens qu'il va pouvoir après revendre soit à l'exportation, soit à des joueurs autour de la table. Donc c'est des trucs, c'est un petit peu des offres qui sont vraiment pas mal pour le capitaliste. Et ça, vous avez des petites tuiles comme ça que vous allez placer sous vos plateaux joueurs, sous les entrepôts en fait des plateaux joueurs, et ce sont des entrepôts supplémentaires pour pouvoir stocker en fait plus de biens à chaque fois par plateau joueur. Et ben écoutez, voilà, on a fait le tour de Hégémonie.
c'est un gros jeu. Ah oui, il y a aussi des petits engrenages comme ça. Là, on n'a pas de carte avec des engrenages, mais vous pouvez à un moment donné, c'est le capitaliste qui peut faire ça. Il met un engrenage si la carte dispose d'un... Bah si, voilà, ici on a un engrenage. Il peut mettre un engrenage avec une action particulière qu'il peut faire, et là vous allez avoir un gain de production. Donc ça, ce sont les petits engrenages comme ça. Je crois qu'on a vraiment fait le tour. Ah si, un dernier truc. Oh là 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 là, qu'est-ce qu'il y a comme chose là-dessus? Les manifestations. Alors les manifestations, les amis, ça c'est bien pourri pour le capitaliste ou même pour les autres joueurs d'ailleurs. Si à un moment donné vous avez toutes les entreprises qui sont pleines et que vous avez beaucoup trop de gens ici dans le pôle emploi et qu'il y a minimum 2 personnages, je crois que c'est deux ouvriers de plus que de places disponibles dans le secteur. Par exemple, je vous donne un exemple. Ici vous avez 2 places disponibles. On va pas compter tout ça, si on va regarder, on va 2, on a 3 ici, ça fait 5, ici 6, 7 et 8. Celles-ci on les compte pas, imaginons, donc on a 8, imaginons que vous ayez 10 personnages ici d'ouvriers, ça veut dire que en fait on a un surplus d'ouvriers par rapport au nombre de postes possibles, et là on peut aller manifester, les chômeurs peuvent aller manifester. Quand c'est la manif, eh bien si le capitaliste ou la classe moyenne ne sort pas d'entreprise qui permettent d'annuler la manif, c'est-à-dire de donner des chances à travailler à tout le monde, eh bien ça va devenir compliqué en fin de partie, parce que le joueur de la classe ouvrière va pouvoir enlever un certain nombre de points qui correspond au nombre de points, je crois de mémoire, des ouvriers qui sont ici dans la zone Pôle emploi, et du coup eh bien ça va être un nombre de points à répartir. S'il y en a 10 par exemple, eh bien ce sera un nombre de points à répartir comme il le souhaite entre les 3 joueurs, donc des points de victoire en moins. Donc autant vous dire que souvent le capitaliste il va prendre cher, ou l'État, c'est pas vraiment la classe moyenne qui va prendre cher là-dessus, sauf si la classe moyenne est vraiment devant tout le monde, mais c'est compliqué. Voilà, ce coup-ci je suis allé au bout du truc, donc on se retrouve dans un instant pour mon avis sur Hégémonie. À tout de suite. Et bien voilà, vous savez désormais comment fonctionne Hégémonie. Vous avez vu, il y a quand même beaucoup de choses, et encore je vous ai pas tout dit. Au niveau du matériel et des illustrations, alors déjà l'illustration de la boîte, moi je la trouve très bien faite, très jolie, très sympa. Les illustrations dans le jeu, bah on aime ou on n'aime pas, c'est assez austère. Moi je trouve que en fait tout va bien. Avec la thématique du jeu, je trouve que vraiment le matériel est vraiment bien adapté, et la qualité du matos est vraiment super, tout est très bien, la qualité des tuiles est super, la qualité des cartes est vraiment très bien aussi. Voilà, niveau qualité de matériel et d'illustration, ça va très bien. Le livre de règles est également très bien fait. Vous avez un très grand livre de règles qui est de la taille d'ici de la boîte. Vous avez déjà toutes les règles de base qui sont expliquées, et après on passe très vite, au bout de 4 pages, on passe très vite à le rôle, les actions possibles et qu'est-ce que vous allez pouvoir faire en tant que capitaliste, en tant qu'État, en tant qu'ouvrier, en tant que classe moyenne. Voilà, vous avez déjà tout ça qui est expliqué, et puis ensuite vous aurez les élections, etc. Donc vous avez plein d'exemples, vous avez vraiment un livre de règles qui est très bien construit. Moi j'ai pas eu de mal à comprendre le jeu en regardant le livre de règles, donc ça déjà sur un gros jeu comme ça, franchement chapeau. Et en plus les règles sont accompagnées d'une très grande aide de jeu recto verso, aussi grande que la boîte pour chaque classe, et également d'une petite aide de jeu qui est un raccourci de la grande aide de jeu. Donc c'est une petite, voilà, vous aurez moins de détails, mais en tout cas ça vous rappelle pendant que vous jouez tout ce que vous avez la possibilité de faire en tant qu'action et en tant qu'action bonus, donc c'est très bien. Les points positifs de ce jeu, eh bien il y en a plein, il y a plein de points positifs, parce que ce jeu est extraordinaire, vraiment. Ce n'est pas un jeu, c'est une expérience de vie presque, ce jeu. Le côté jeu politique peut faire peur, ça c'est clair. Moi le premier, si je dois jouer à un jeu de société, je me dis, est-ce que je vais jouer à un jeu de société qui va parler politique, est-ce que ça va m'amuser? Bah d'un premier abord pas trop, mais en fait ce jeu arrive à, non pas vous allez pas être en éclat de rire, mais vous allez rentrer dedans, je vous le garantis, vous rentrez dedans et vous allez passer un moment incroyable, et vous n'allez pas voir le temps passer si vous passez les 3 ou 4 heures de jeu à jouer à Hégémonie, parce que je vous assure que 80 minutes, si vous jouez à 4 joueurs, ce qui est la configuration parfaite, il ne faut pas jouer en dessous de 4 joueurs, parce que je trouve que ça va pas. Il faut jouer au jeu tel qu'il a été pensé, tel qu'il a été fabriqué, c'est-à-dire 4 joueurs, 1 par classe, et là c'est un peu la guerre. Voilà, et là vraiment c'est très bien foutu, c'est très proche de la réalité. Ce sont des auteurs, il y a un auteur anglais, un auteur grec. Vraiment on a l'impression que ce jeu a été fait par rapport à la politique, par rapport à la France, par rapport au fonctionnement de la France, tant
on se reconnaît dans ce jeu, je vous assure que c'est vraiment incroyable. J'ai fait 2 parties de ce jeu pour l'instant parce que c'est des parties qui sont très longues, c'est des parties voilà, qui sont pas simples à organiser, du coup forcément on peut pas faire 15 parties avant de faire avant de vous donner un avis. Ma Catwoman d'ailleurs n'y a pas joué. En fait moi j'ai fait un tirage au sort à chaque fois pour déterminer les rôles, et j'ai envoyé, comme je vous le disais dans la vidéo, j'ai envoyé le lien avec les aides de jeu pour chaque classe, chaque joueur qui jouait chaque classe, et du coup ça se passait super parce qu'en fait chacun avait joué le jeu, à regarder son aide de jeu, et du coup en arrivant ils savaient tout de suite au moins ce qu'ils avaient besoin de faire, ce qu'ils avaient le droit de faire, etc. Et du coup ça c'est vraiment le fonctionnement idéal pour jouer à Hégémonie. Faites ça, je vous le garantis, vous n'allez pas galérer à expliquer toutes les règles. Même moi, au bout de 2 parties, je suis incapable de vous expliquer correctement le rôle et les actions de l'État par exemple, sinon je vais vous prendre la règle et puis je vais vous la lire, ça n'a pas vraiment d'intérêt. Je préfère vous donner toutes les bases et puis que vous fassiez votre fin d'apprentissage, parce qu'une vidéo ne remplace pas la lecture des règles, encore une fois, parce que moi je peux vous dire des bêtises, j'en dis souvent d'ailleurs, et puis d'ailleurs vous êtes sympa, vous me corrigez gentiment, donc ça c'est plutôt cool. Ça prouve que vous êtes attentif et ça c'est bien. Donc je peux dire des bêtises, je peux avoir mal compris des choses, c'est peut-être d'ailleurs le cas dans cette vidéo, malgré que j'ai fait quelques petites corrections au moment du montage, parce que je me suis aperçu après coup que j'avais dit 2-3 petites bêtises. Mais donc ça ne remplacera jamais la lecture des règles. Donc vraiment faites l'effort. Regardez la vidéo pour avoir les bases, et puis regardez ensuite chaque aide de jeu pour chaque personnage, et là vous allez kiffer votre life, c'est sûr. Cette expérience de jeu est complètement folle. Ne vous arrêtez pas aux côtés, il y a plein de matos, ne vous arrêtez pas aux côtés, c'est politique, ne vous arrêtez pas aux côtés, c'est peut-être un peu austère. Jouez-le, vivez l'expérience et vous verrez que vous allez revenir de ce jeu pas pareil. La preuve c'est que moi j'ai joué la classe moyenne sur ma première partie, je me suis fait rétamer. J'étais loin en score, vraiment j'étais dernier je crois à la partie. Et l'État avait pris beaucoup d'avance, mais on avait fait quelques petites erreurs, donc il y avait un peu de points qu'il n'aurait pas dû avoir, enfin bref, hein, ça fait partie des premières expériences de jeu. Donc je me suis fait rétamer, je suis arrivé chez moi à 4 h du matin, et j'ai eu un mal fou à m'endormir parce que je cogitais, parce que je me disais mais comment c'est possible? Comment c'est possible que j'ai eu autant, que j'ai pas marqué de points à ce niveau-là? Et que je me suis fait laminer. Et ben en fait j'ai réfléchi à ça pendant au moins 1 heure, et vous voyez ça travaille, et je trouve que quand un jeu vous travaillez à ce point derrière, à essayer de trouver, à essayer de comprendre, et que ça s'arrête pas à juste voilà, on range le plateau, on le met dans la boîte et puis on verra bien le prochain coup, c'est quand même signe d'un grand jeu, et Hégémonie je pense qu'en fait partie. D'ailleurs ma deuxième partie, j'ai fait un tirage au sort, je suis retombé sur la classe moyenne. Bon cool, tant mieux, parce que j'avais déjà pas mal réfléchi, et en fait tout ce que j'avais pu réfléchir à cette fameuse nuit, j'ai pu le mettre en place, et là j'ai fait plus du double de ce que j'avais fait en points, et j'ai fini 2e juste derrière l'État. J'étais trop content, franchement il m'aurait fallu peut-être une carte de plus ou un tout petit peu de sous en plus pour pouvoir offrir un petit peu de technologie, et en plus à ma population je serais passé devant l'État, c'est sûr. Donc voilà, écoutez, ça c'est les points positifs. Les points négatifs, ça va être que c'est un jeu qui est très long, et que ça va être compliqué de faire des parties toutes les 3 jours parce que c'est très long. Mais encore une fois, c'est un point un peu négatif, mais avec un point positif, c'est que vous ne voyez pas le temps passer. Je vous le garantis, on n'a pas vu le temps passer à chaque partie. Donc ça, vraiment, ça c'est pour moi le plus gros point positif, ça va être la difficulté d'organiser des parties de jeux aussi longs. Alors après, on n'est pas non plus sur un Imperium, je sais plus quoi, là, qui dure 16 heures. Ah non, Twilight Imperium, là on est quand même sur quelque chose de raisonnable entre guillemets. Donc écoutez, voilà, à part ça, je ne vois pas de côté négatif à ce jeu, parce que chaque partie va être différente, et ce qui s'est fait, c'est aussi sa rejouabilité. Vous allez incarner, suivant comment vous allez faire votre choix, hein, vous allez peut-être incarner à chaque partie une classe différente, et puis vous allez avoir du coup une nouvelle façon de jouer, vous allez avoir des nouvelles façons d'appréhender le truc, et si vous rejouez la même classe, vous allez forcément ne pas la jouer pareil, et tous les joueurs autour ne vont pas les jouer pareil. Sur notre première partie par exemple,
tout le monde faisait des propositions de loi pour changer des lois. Du coup, c'est pour ça aussi, je pense que ça a duré, la partie a duré très longtemps parce qu'on avait beaucoup de phases d'élection. Et bien sur la deuxième partie, ça s'est vachement calmé, ça. Et du coup, on a eu quoi, 3 et 4 propositions de loi sur la partie. Donc voilà. Bah écoutez, maintenant que vous savez tout sur Hégémonie, eh bien faites-vous votre avis. Jouez-y, vivez l'expérience et puis vous me direz dans les commentaires ce que vous en avez pensé. En tout cas, moi j'adore. Et maintenant que vous savez tout sur Hégémonie, bah alors, tu joues quoi?